citoyennes, citoyens d'ici et d'ailleurs, comme j'aime bien le dire, votre matinale commence ici et maintenant toujours au cœur de l'actualité du moment. Eh bien, je suis très heureuse de vous retrouver ce matin pour ensemble plonger à l'heure pile poil dans ce qui fait l'actualité ce jour. Eh bien, dans quoi plongeons-nous exactement? C'est la question qu'on se pose. Tout d'abord, chers amis téléspectateurs, nous allons parler d'une exposition intitulée d'artificielles origines, une restitution d'une résidence de création qui s'ouvre aujourd'hui même. Pendant 6 jours, vernissage, ateliers et rencontres rythmeront ce rendez-vous dédié à l'art par excellence. Pour en parler, nous recevons un artiste plasticien. À la une également, le Techbo Robot Challenge. Pour la toute première fois en Afrique, la plus grande finale de match de robots arrive sur le continent. Des équipes venues de plusieurs pays vont animer cette rencontre où la technologie et la compétition prennent vie pour pour vivre, j'allais dire, cet événement en direct. Nous vous donnerons tous les détails dans un instant. Le Vodou Days reste toujours à l'honneur, cette fois à travers la mode. Le Vodou Fashion Show revisite le patrimoine sous un angle contemporain et créatif. Nadia Adanlé, l'initiatrice de l'événement, nous expliquera le concept et les ambitions de ce projet inédit. Enfin, l'actualité internationale s'invite dans notre entretien politique. Jusqu'où ira Donald Trump pour s'emparer du Groenland face à la levée de boucliers de l'Europe contre cette volonté des États-Unis de contrôler un territoire autonome du Royaume du Danemark? À quoi peut-on s'attendre exactement? Notre expert en géopolitique Hamzat Abdoulaye nous éclairera sur les enjeux et les perspectives. Restez avec nous pour ce rendez-vous complet de votre matinale. À présent, place à l'info. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. On ouvre ce bulletin avec ce communiqué de la Cour constitutionnelle, communiqué relatif à la proclamation des résultats définitifs des élections du 11 janvier 2026. Alors, je cite, « La Cour constitutionnelle a suivi de près le déroulement des scrutins des élections couplées, législatives et communales qui ont eu lieu sur l'ensemble du territoire national le dimanche 11 janvier 2026 en raison de leur complexité. Malgré les efforts et moyens déployés par la Commission électorale nationale autonome Sénat, des retards dans le démarrage des scrutins ont été enregistrés dans certaines circonscriptions électorales. Dès la mise à leur disposition des plis électoraux, les membres de la Cour assistés des rapporteurs adjoints se sont aussitôt mis au travail pour les traiter avec célérité et transparence afin d'arrêter et de proclamer les résultats définitifs des élections législatives au plus tard dans les 72 heures de la date de réception des résultats certifiés par la Sénat. La Cour constitutionnelle rassure toutes les parties prenantes qu'elle proclamera les résultats définitifs dans les délais légaux. Signé le secrétaire général Dr Gani Romuald Hiro-Tori. En visite d'amitié au Bénin, le maire du nord de Miami aux États-Unis a été reçu avec tous les honneurs au Palais Royal de Savalou. Une rencontre qui, au-delà de son caractère privé, vient renforcer les liens fraternels entre le Bénin, les royaumes traditionnels et la diaspora afro-descendante. À cette occasion, l'élu américain a été consacré grand prince et haut dignitaire du royaume. Le point, ce sera avec Pierrette Adin-Aussi et Canel Capo. Palais Royal de Savalou. Ici, Dr Ellis Delsum, maire de North Miami et figure de premier plan de la diaspora afro-descendante, est accueilli dans une atmosphère chaleureuse et solennelle. Dès son arrivée dans la cité des Soravis, il reçoit symboliquement la clé de la commune avant d'être élevé au rang de grand prince et haut dignitaire du royaume. En qualité de digne fils et en rang de haut dignitaire, il jouira en tout temps et en tout lieu de la bénédiction des ancêtres et des divinités, de la protection du trône sacré de Soha, de l'hospitalité de notre peuple. It is a privilege for me to stand here, a land so rich. Avec cet accueil, non seulement je ne suis qu'un simple invité, mais je demeure un fils, ce qui démontre que mes racines sont
véritablement de Savalou. Je serai un cordon ombilical entre Miami et Savalou. I truly welcome this and say thank you again. Cette distinction fait écho à la visite effectuée par le roi de Savalou à Miami et vient consolider les liens de coopération et de fraternité entre le royaume de Savalou et les communautés afro-descendantes des Amériques. Monsieur le maire de Miami, je voudrais vous dire merci d'être venu au Bénin et à Savalou pour témoigner de la pertinence des échanges culturels et économiques entre nos deux villes et surtout pour formaliser cette coopération qui est en train de naître entre Nord Miami et Savalou. Au terme de cette cérémonie, la délégation a également visité le site du Panthéon de la résistance panafricaine, haut lieu de mémoire et de transmission de l'héritage africain. C'est un mouvement culturel et musical récent qui cherche à mêler les rythmes et spiritualités du vaudou avec la créativité et l'élégance du jazz. Le Vaudou and Jazz n'a pas manqué d'apporter une touche singulière au Vaudou Days cette année. Une expérience sonore unique qui a célébré le patrimoine béninois et l'innovation artistique contemporaine. Retour ici sur les temps forts de cet événement avec le Naïka Gbazaou. Fruit du métissage culturel des esclaves déportés, le jazz, qui puise ses racines profondes dans les sonorités et la spiritualité vaudou, est ici célébré à l'occasion du festival éponyme Vaudou and Jazz. On n'échappe pas que nous sommes à Ouida dans le contexte des Vaudou Days. Mais le Vaudou and Jazz, ce n'est pas exclusivement ça. Si le jazz est né là-bas par des sons et spiritualités qui sont partis d'ici, depuis la nuit des temps, quelque chose a changé. Ces mêmes sons qui sont partis ne sont pas restés statiques ici à l'origine. Ça a évolué. Cette évolution doit rétroalimenter le jazz pour que le jazz s'inspire à nouveau de ces évolutions, de ces nouveaux sons, de ces nouvelles spiritualités pour faire le jazz actuel. Alors on est dans le contexte de que les beats sont sur les rythmes vaudou, la culture vaudou. C'est rien que pour ça, c'est-à-dire que le jazz actuel doit s'alimenter de ces sons qui sont partis du rythme vaudou. Le concept fédère Aouida Terre Mémorielle, musicien d'ici et d'ailleurs, devant un public de connaisseurs qui se délectent. Ce festival est super parce qu'en plus c'est en plein air, les gens sont adorables et il y a de la bonne musique, donc tout va bien. Je trouve que les musiciens sont très bien débrouillés. Ils ont su adapter la musique traditionnelle à la musique jazz pour donner quelque chose d'assez solide. C'est une manière de célébrer les afro-descendants et tous ces musiciens noirs américains qui ont inventé le jazz. Vaudou and Jazz, qui prend ici son envol, entend désormais se tenir au mois d'août pour accompagner la commémoration du 23 août, la journée internationale du souvenir de la traite négrière et de son abolition, instituée par l'UNESCO. À Ouida, la mémoire ne se referme jamais, elle se prolonge et se réinvente en se transmettant, mais cette fois-ci d'une toute autre manière. Après avoir vibré au rythme des Vaudou Days, la ville Mémoire poursuit l'expérience dans un registre artistique et immersif. Depuis le 13 janvier, la Maison de la Culture de Ouida accueille Kanchicha, une exposition consacrée au lien entre l'Afrique et sa diaspora. Jusqu'au 31 janvier, Kanchicha invite le public à revisiter la mémoire et l'héritage autrement. Christelle Tongodo et Élisée Léguillon. À Ouida, l'Afrique et ses diasporas se retrouvent pour ne jamais s'oublier. Cette rencontre prend vie dans Kanchicha, une exposition immersive qui fait voyager les visiteurs au cœur des histoires et des mémoires partagées. C'est un film qui est projeté sous un dôme, donc à 360 degrés tout autour de vous. C'est un dessin animé qui dure 20 minutes et qui parle de la traversée de nos spiritualités en partant d'ici du Bénin pour aller vers le Brésil. Kanchicha, qui signifie lien en langue fon, raconte la quête de Dotou, une jeune cartographe initiée au vaudou sur les traces de Na Agontime, reine déportée du royaume du Dahomey vers le Brésil au XVIIIe siècle. Il est déjà prévu que le film soit montré en Afrique du Sud et aussi en France, évidemment. Mais pour nous, c'était très important qu'il puisse
commencer sa route, commencer son voyage ici au Bénin, puisque l'histoire part du Bénin avec Nahagontime et notre aventurière, notre héroïne, Dotou. À travers technologies immersives et projections artistiques, l'exposition invite à repenser mémoire, héritage et futur. Selon le ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts, cette traversée continue de vivre dans les consciences qu'elle éveille. Kanchicha est une expérience qui mêle histoire, spiritualité et modernité et qui laisse une empreinte durable dans le cœur de ceux qui la découvrent. La manière dont ils ont utilisé différentes méthodes de création visuelle pour pouvoir raconter l'histoire. C'est toujours intéressant de voir la nouvelle technologie être utilisée pour faire la promotion de la culture béninoise. Donc c'est principalement cela qui m'a marqué. Kanchicha se découvre jusqu'au 31 janvier prochain à la Maison de la Culture de Ouida. Une invitation ouverte au public pour venir à la rencontre d'une mémoire partagée entre l'Afrique et ses diasporas. Le président du Conseil économique et social a reçu dans l'après-midi de ce jeudi l'ambassadeur des Pays-Bas près le Bénin. Objectif pour ces deux hommes, échanger sur la coopération entre leurs deux pays sur les plans économiques et sociaux. Les mots de l'ambassadeur à l'issue de l'audience au micro de Ghislain Poguet et Jacob Tochoedo. On a échangé en large sur les excellentes relations bilatérales entre le Bénin et le Pays-Bas, surtout dans la coopération internationale. Et on a réalisé qu'on peut renforcer cette relation. Un excellent exemple, c'est le programme qu'on a commencé il y a un an pour accompagner l'implémentation de législation dans le domaine de santé sexuelle. On peut travailler dans une manière très productive ensemble avec les structures du Conseil en place, mais aussi en personne avec Monsieur le Président. On a réalisé aussi qu'on travaille ensemble dans le contexte de sécurité alimentaire, un autre secteur important de nos relations entre les deux pays. Le Conseil a un rôle actif, par exemple dans notre programme ACMA, un programme important dans 3 départements au centre du pays. C'est un trouble hormonal qui touche environ une femme sur 10, mais reste encore largement méconnu ou diagnostiqué tardivement. Le syndrome des ovaires polykystiques est souvent caché dans des règles abondantes, longues, irrégulières, imprévisibles, parfois même inexistantes. Alors, quelles sont réellement les causes de ce syndrome fréquent chez la femme en âge de procréer? Amandine Aniamboso-Escobar et Oscar Jumolo se sont rapprochés d'un spécialiste de la fertilité. Ce dernier nous édifie davantage sur la question. Le syndrome des ovaires micropolykystiques, c'est un trouble métabolique, c'est un dérèglement hormonal de tout l'organisme qui va avoir de l'impact sur les ovaires, donc le cycle des femmes. La principale cause, c'est ce qu'on appelle de la résistance à l'insuline. L'insuline, c'est une molécule, un messager dont l'organisme a besoin pour pouvoir digérer le sucre. Donc lorsque l'on consomme trop de sucre ou qu'on n'arrive pas à digérer le sucre, cet état d'insuline trop élevé dans l'organisme va avoir de l'impact sur les ovaires de la femme et les ovaires de la femme vont avoir des difficultés en fait à ovuler tous les mois et à fonctionner normalement. Et ce qui va donner des signes comme la pilosité, beaucoup de poils et tout ça, et ça va entraîner aussi des difficultés à l'ovulation tous les mois chez la femme. Les signes d'alerte, ça va être des troubles du cycle, des règles qui vont être trop espacées, qui vont dépasser les 35-36 jours, deux fois une absence totale de règles pendant plusieurs mois. Et aussi à l'échographie, on va voir qu'il y a beaucoup trop de petits follicules. Ce sont ces sacs qui contiennent les ovules normalement. On va voir qu'il y en a trop qui sont petits et qui ne se développent pas. Mais ce ne sont pas en réalité des kystes, ce sont des petits follicules. Le diagnostic va essentiellement être déjà clinique, c'est-à-dire sur la base de ces signes de troubles du cycle. Et de l'autre côté, ça va être des signes d'augmentation d'hormones masculines. Ça peut être pas une prise de sang aussi qui va le montrer. Et l'échographie peut nous montrer cet aspect de nombreux follicules
sur les ovaires. Qu'on soit en désir de maternité ou pas, la base du traitement, ce sont les mesures hygiéno-diététiques, c'est la qualité de ce que vous mangez. C'est manger plus de fibres, dont les légumes et tout ça. En premier, beaucoup de protéines et très peu de sucre. La moitié des femmes qui ont le syndrome des ovaires micropolykystiques vont avoir des difficultés à tomber enceinte, mais une grande partie vont pouvoir avoir des enfants. Donc ça n'empêche pas complète la fertilité, mais ça peut rallonger le temps nécessaire pour pouvoir avoir un enfant. Le syndrome des ovaires micropolykystiques, ce n'est pas une fatalité, ce n'est pas de votre faute, mais s'il s'aggrave, c'est de votre faute. Donc soyez responsable, regardez ce qu'il y a dans votre assiette et regardez vos habitudes de vie. Le suspense a été total jusqu'au bout. Le Maroc et le Sénégal ont validé leur billet pour la finale de la Coupe d'Afrique des Nations au terme de 2 demi-finales intenses et riches en émotions. Entre qualif arraché au tir au but à Rabat et une victoire sénégalaise au forceps à Tanger, les Lions rugissent et se donnent rendez-vous pour un choc au sommet. Blaise Adampo. Au bout du suspense, le Maroc décroche son billet pour la finale de sa Coupe d'Afrique des Nations. Une finale de rêve face au Sénégal. À Rabat, les Lions de l'Atlas ont dû puiser dans leurs ressources mentales pour venir à bout des Super Eagles nigérians coriaces et disciplinés. Portés par un public incandescent, Achraf Hakimi et ses partenaires monopolisent le ballon, multiplient les offensives, mais manquent de réalisme. Le score reste vierge à l'issue du temps réglementaire, 0 but partout. En prolongation, même scénario. Pas de but pour départager les deux équipes. La décision se fait alors à la séance des tirs au but. À ce jeu, Yacine Bonou se transforme en héros national. Le dernier rempart marocain repousse 2 tentatives nigérianes avant qu'El Nesri n'inscrive le tir libérateur. Victoire 4-2 pour le Maroc qui retrouve la finale de la CAN 22 ans après sa défaite face à la Tunisie. Plus on va être régulier dans ces derniers carrés, plus on aura des chances de gagner le Graal. Et c'est le chemin que je veux faire porter à mon équipe. Un peu plus tôt dans la matinée, l'autre demi-finale a également tenu toutes ses promesses. Au grand stade de Tanger, le Sénégal croise le fer avec l'Égypte. Les Lions de la Teranga affichent d'entrée leurs ambitions. Intenses, tranchants, ils se heurtent toutefois à un Mohamed El Chenaoui des grands soirs impérial dans ses cages. Il faut alors attendre la 78e minute pour voir la muraille égyptienne céder. Sur une action pleine de sang-froid, Sadio Mané trouve l'ouverture et libère tout un peuple. Sénégal 1, Égypte 0. Les pharaons tentent alors le tout pour le tout, mais Edouard Mendy veille, rassurant et infranchissable. Le Sénégal tient bon et valide sa qualification pour sa 3e finale de Coupe d'Afrique des Nations en 4 éditions depuis 2019. Tous les matchs, c'est que le Sénégal gagne à chaque fois qu'il fait face à une équipe. Après, il faudra se donner les moyens. C'est ce que j'essaie de faire tous les jours pour aider. Après, comme je l'ai dit, je suis un attaquant. Quand je marque, je suis content pour mon équipe. On a besoin de lui. Et le Sénégal a besoin de lui. Et je pense qu'il l'a montré encore ce soir. Et espérons qu'on aura encore des années avec lui. Parce que quand même, un monsieur comme celui-là, on n'en trouve pas tout le temps. Un duel de Lyon pour la finale de la 35e édition de la CAN. Sénégal-Maroc, l'affiche est désormais connue. Une rencontre prometteuse où l'une des deux nations va inscrire une 2e étoile sur son maillot pour un choc qui s'annonce explosif. Vous le savez, c'est une tradition par ici avant de boucler le bulletin. On fait le point des marchés au vert du jour. Voilà, clap de fin pour cette semaine. Merci d'avoir suivi. Très bon week-end à toutes et à tous. Voilà. Merci Génial Afouda Monsi Aboka, merci d'avoir présenté ce bulletin d'information et cette actualité, la CAN qui court déjà à sa fin, la finale qui se pointe, Sénégal-Maroc, quel est ton choix déjà? Quelle question! Non mais quel est ton choix? Dis-le directement. C'est vrai qu'il y a comme une certaine Afrique noire qui s'oppose à l'Afrique blanche. Pas besoin de la poser. Pas besoin de dire. Sénégal. Le Sénégal. Voilà, on soutient donc le Sénégal. Merci. Génial Afouda Monsi Aboka et
événements à la une, c'est dans quelques minutes. Prenez le rendez-vous de cette exposition d'artificielle origine. Prenez également le rendez-vous de cet événement majeur de la robotique à Cotonou pour la première fois en Afrique, n'est-ce pas? Cotonou accueille le TechBot Robot Challenge. On en parle dans un moment avec Patrick Jossou. Il y aura aussi de la musique ce matin avec Fofana Jo qui revient au devant de la scène avec un nouvel album. D'autres actualités viendront bien sûr se greffer à celle-ci. Il ne vous reste juste qu'à demeurer devant vos petits écrans ou à nous suivre via nos différentes plateformes, notamment sur le site de la SRTB. Vous pouvez ainsi suivre en direct cette émission. Avant toutes ces actualités, allez, on va un peu à la pub qui est tout aussi essentielle. Retour en plateau pour poursuivre cette émission faite de plusieurs rubriques et tous les chroniqueurs sont déjà bien en place pour vous proposer leur menu, on va dire croustillant, histoire de vous permettre d'être au parfum de l'actualité. Et oui, c'est ce qui fait même le cœur de cette émission, c'est le cœur battant de cette émission, vous permettre, vous renseigner davantage, vous informer sur tout ce qui bouge au Bénin, tout ce qui fait l'actualité. On va y aller tout de suite avec les différents événements à la une. Nous allons démarrer cette rubrique avec une exposition fascinante. Il est intitulé d'artificielles origines et c'est une restitution d'une résidence de création. Pour en parler, je reçois Patrick Jossou, le chroniqueur attitré de cette rubrique, qui lui, à son tour, va recevoir un artiste plasticien. Bonjour Patrick. Oui, bonjour Rachida, bien maman. Bonjour à tout le Bénin pour ce matin, ce beau matin, un matin ensoleillé déjà. Et pour ce matin ensoleillé, on reçoit quelqu'un qui installe le soleil chez vous par son art. Le soleil, parce que c'est un artiste plasticien visuel. On voit, on regarde. Eh bien, il va nous parler de ce que c'est que visuel tout à l'heure. Lui, on l'appelle Oké Folaran. Son prénom, c'est Rafi ou Smith, Rafi Smith, Oké Folaran. Et le 7 janvier dernier, c'était son anniversaire. Donc, ça fait 11 jours qu'il a fêté un anniversaire. Bonjour, Rafi. Bonjour, Rafi. Merci d'honorer ce plateau matinal. Oui. Par votre présence, bien entendu. Oui, une présence bien remarquable parce qu'il est en train de fêter ses 20 ans de présence artistique ou de travail artistique. On ne va pas parler de 20 ans de carrière parce qu'il n'est pas cette expression 20 ans de carrière. C'est pas un carriériste. D'accord. Alors, pendant 20 ans, qu'est-ce qui s'est passé s'il faut faire rapidement un bilan? Alors, pendant 20 ans, Rafi a beaucoup appris. Oui. Après, a beaucoup travaillé, beaucoup voyagé aussi. Oui. Et a initié des projets dans le but de promouvoir son travail et aussi de promouvoir d'autres talents, d'autres artistes et de faire en sorte que l'art béninois se porte bien et se voyage à travers différentes parties du monde. Oui, que l'art béninois puisse se porter bien. Oui. Et justement, pour que l'art puisse se porter bien, vous êtes artiste plasticien visuel. Bon, ça me rappelle un responsable étatique qui disait, bon, je connais, on lui a dit qu'il y a Kofi, Komlan, Kossi et Kodjo qui sont dans l'opposition et qui veulent réclamer avec véhémence. Il dit qu'il connaît Kofi, qu'il connaît Kodjo. Mais il ne connaît pas véhémence. La bonne blague. Oui. Alors, on connaît artiste, on connaît plasticien, mais visuel. Alors, pourquoi visuel? Oui, aujourd'hui, c'est une expression qui est beaucoup utilisée dans le milieu des artistes créateurs contemporains qui utilisent différents médiums comme la photographie, comme la peinture, comme la performance des installations. Et dès qu'on amène quelque chose à voir, quelque chose à présenter sous forme d'une installation, sous forme d'une exposition photo ou d'une exposition de peinture, tout ça est réuni. L'artiste décide de s'appeler artiste visuel. C'est beaucoup plus joli
par rapport à l'artiste plasticien. Voilà. Donc c'est juste, le nom a évolué par rapport au contexte actuel, par rapport à l'émerveillement qu'on retrouve dans la création des artistes contemporains. Justement, pour pouvoir parler de cet émerveillement, vous avez eu une résidence de création, une résidence artistique pendant 6 semaines, je crois. Oui, c'est ça. Ouais. 6 semaines. Oui, depuis 6 semaines, je suis en résidence à l'espace culturel, le centre qui se trouve à Calavi sur la route de Ouida. Oui, bon, voilà, le Bozumpa plus précisément. C'est ça, voilà. Oui. Et donc, j'ai questionné mon travail, mon parcours. Et ce projet qui s'intitule d'artificielles origines est une manière pour moi de poser des questions sur c'est quoi nos origines. Aujourd'hui, la définition qu'on pourrait apporter aux origines ont beaucoup évolué. Oui. Et moi, en tant qu'artiste, j'ai souhaité aussi, avec mes contemporains, qu'on réfléchisse. Est-ce qu'on garde toujours la notion des origines liées au territoire, aux langues, aux parents, aux ancêtres, voilà, où l'origine peut évoluer et puis peut être définie. Ça peut être, il peut y avoir des nouveaux... Origine, disons une origine par rapport à l'espace, oui, c'est ça. Aussi une origine par rapport au temps. Oui, exactement, c'est ça. Donc j'ai travaillé de la peinture, la photographie, une performance. Déjà, pour vous dire que tout à l'heure, vous avez dit que j'ai eu 20 ans de pratique artistique. Et je ne pourrais pas faire une expo sans faire ce qu'on appelle communément une offrande. Et pour moi, une offrande est commune à toutes les religions, si je peux l'appeler ainsi. On peut voir une offrande dans la religion musulmane, une offrande dans la religion chrétienne, catholique ou protestante, une offrande même chez nos ancêtres, on fait des offrandes. Et donc c'est toute cette pratique, cette manière de voir le monde, de voir et ce qui se passe, que j'ai travaillé dans mon atelier à travers des performances et que j'ai prises en photo. Après, je les ai repeints. Donc c'est un ensemble de choses qui ont été créées pendant cette résidence-là. Oui, 6 semaines de résidence. 6 semaines de résidence. Vous avez à faire 6 jours je dirais, d'exposition, d'atelier, Alors, l'expo, ça fait 6 semaines que je suis là. Après, l'expo va durer, je pense, jusqu'au mois d'avril. Oui. Mais j'aurai aussi à faire des ateliers avec les enfants pour pouvoir montrer ma pratique artistique, partager un moment avec les enfants autour de la peinture et ce que je fais. En parlant des enfants, d'abord, aujourd'hui, on est vendredi 15 janvier. Non, 16 janvier. 16 janvier, pardon. C'est ça, vendredi 5 janvier 2026. Et à 19h30, il y a quelque chose qui va se passer. Oui, c'est ça. À 19h30, je fais la restitution de travail de résidence qui a été mené depuis les 6 semaines à l'espace culturel du centre. D'accord. Alors, moi j'ai une question, Patrick. Le titre même d'artificielle origine est assez, on va dire, évocateur. Que cherchez-vous à transmettre au public à travers ce... Oui, tout à l'heure, je disais que l'origine est complexe un peu. Aussi, parfois, on s'accroche à une définition de nos origines qui peut-être, pour moi, peut évoluer. Vous voyez, par le biais des mouvements d'immigration, les gens parfois se déplacent, ils sont originaires, je dirais simplement, le père vient d'Abomey, et la mère de Ouida, et les enfants ils sont nés à Cotonou, mais quand tu leur demandes c'est quoi votre origine, ils n'en savent pas grand-chose. Donc vous voulez connecter le public qui viendra à cette expo à nos origines. Oui, à nos origines et à la question qu'on peut se poser de nos origines et aussi ce que dit la loi, ce que dit les coutumes. Et voilà, c'est un débat. Je n'ai pas une réponse, c'est un débat. Les origines sont plurielles. C'est ça. Il n'y a pas d'origine fixe. On ne peut pas dire que telle personne est originaire vraiment de telle région ou de telle contrée.
Oui, origine, vous avez parlé d'artifice, origine. Oui, c'est ça. Artificielles origines. Et ça, puis, c'est le thème même de l'exposition. De l'exposition, oui, c'est ça. Donc, vous savez aussi, pour nous les humains, on dira que nous venons de l'Afrique. Oui. La terre-mère, c'est l'Afrique. Oui. Donc, le lieu originel où tout le monde est parti, c'est l'Afrique. C'est l'Afrique. Après, avec les migrations, les déplacements, on a eu... Donc, ça évolue. D'accord. La mer, Afrique, oui. Bon, alors, je nous ramène à l'exposition. Oui. Le vernissage aura lieu ce soir à 19h30. Oui, 30, oui. Mais après le vernissage, il y a d'autres activités. Oui, je parlais d'ateliers. Oui. Alors déjà, aujourd'hui, avec le vernissage, j'ai invité d'autres artistes à m'accompagner. Ah, d'accord. Donc, il y a deux autres artistes. Oui, deux danseuses. Oui. Ouais, il y a Sandrine. Oui. Et puis, qui fait du breakdance. Et puis, il y a Pretty Rose qui fait de la musique, de la danse urbaine. Oui. Voilà, qui m'accompagne. Mais il y a aussi un groupe de percussionnistes, ceux qui jouent les gangans. Oui. Oui, parce que je suis Yoruba. Voilà, donc le talking drum. Oui, le talking drum, voilà, c'est ça, gangan. va être là. Et Oui. donc, il y a une performance de ces artistes qui m'accompagnent après le vernissage. D'accord. C'est ça. Donc, ça va être une soirée de spectacle, c'est ça. C'est vraiment de l'art visuel. Exactement, oui, c'est ça. C'est comme j'expliquais, oui, c'est un ensemble. Il n'y a pas que de la peinture, il y aura de la photographie, il y aura aussi des sons, il y aura des vidéos. C'est tout un ensemble de ma pratique artistique et puis la performance aussi que j'ai proposée aujourd'hui. Parce que, vous voyez, ce travail-là, c'est 20 ans de pratique. Oui. Mais aussi, je démarre une nouvelle création. Voilà, ce qu'on verra aujourd'hui est totalement différent de ce que les gens ont l'habitude de voir depuis les 20 ans. Donc, ça bouge beaucoup dans cet univers-là. Exactement. Et vous savez pourquoi ça bouge. Voilà, si je suis aussi... si j'arrive à, comment je vais vous le dire plus simple, c'est-à-dire que je bénéficie du soutien du Fonds de développement des arts et de la culture. Et c'est grâce à ce fonds, la DAC, voilà, c'est grâce à ce fonds que j'ai pu démarrer ce projet de résidence qui n'est pas terminé parce que la résidence est une partie du projet. Parce que mon projet s'appelle Origine et ça aborde même l'origine du monde. Donc, j'aurai à présenter des œuvres monumentales sur l'espace urbain, sur la Corniche, dans les mois à venir. Et puis, il y a encore d'autres résidences à faire, d'autres expositions à faire. C'est toute une année de création que je peux faire grâce à... J'ouvre une petite parenthèse. Et Rafi a été l'un des artistes appelés pour pouvoir faire un grand tableau pour l'aéroport international de Cotonou. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. À un moment, oui, j'ai été... Ça fait 2000... Oui. Oui, ça je n'ai plus les dates. 2016 ou 2017? Je pense que c'est vers 2016. Oui. En tout cas, ce n'est pas un petit artiste comme on a l'habitude. Des défis, vous en avez sans doute rencontrés, n'est-ce pas, au cours de la résidence. Comment vous les avez relevés? Quels sont ces défis-là d'abord? Alors, les défis, c'est que j'ai voulu déjà réinventer mon travail et puis je suis parti dans l'histoire de l'art, occidental. Et j'ai voulu peindre dans mon atelier comme peignaient les maîtres artistes. Picasso, Michel-Ange. Exactement. Donc, j'ai fait venir tout ce dont j'ai besoin dans mon atelier pour simuler une offrande. Donc, j'ai acheté un mouton, j'ai acheté 7 poules et coqs, tout ce qu'on utilise pour y faire des offrandes. Et donc, j'ai simulé une cérémonie d'offrande dans mon atelier et tout ça. Pour pouvoir appeler les maîtres. Exactement. Et ça, c'est quelque chose que je n'ai pas l'habitude de faire. Et surtout quand tu te retrouves avec 7 poules qui courent dans tous les sens, le mouton qui ne veut pas rester là pour qu'on puisse le peindre. Donc, des fois, on est obligé d'utiliser la technique où on va l'attacher et tout ça. Et aussi, moi, je ne suis pas un très, très, très bon dessinateur au départ. Donc, il fallait que j'apprenne à très bien dessiner et utiliser
et le matériel informatique. Aujourd'hui, on a des outils numériques très performants qui peuvent accompagner la création. Donc, c'est ça. Ok, donc vous n'êtes pas simplement dans l'impressionnisme ou dans l'expressionnisme, vous êtes entre la figuration et l'abstraction. Oui, alors moi, au début, quand j'ai commencé avec beaucoup de matière, beaucoup de couleurs. Moi, je dis souvent que moi, je suis un coloriste. Ce qui m'intéresse, c'est les couleurs. Mais avec, des couleurs vives. Oui, les couleurs vives, voilà, c'est ça. Et avec le temps, mon travail, le dessin apparaît. Parfois, c'est involontaire. J'ai juste posé des couleurs, couche sur couche, et après, il y a le dessin qui apparaît. Mais cette fois-ci, ce que vous allez voir, ce qui se passe dans cette expo, c'est qu'on voit les traits qui sont beaucoup plus affinés, qui sont voulus et qui sont accompagnés avec des outils pour qu'on puisse bien identifier le sujet qui est peint. Donc, c'est ça. Vous aviez l'habitude d'utiliser de l'huile, du charbon, c'est vrai. Du sable. Bon. Même quand j'ai fini de boire mon café, vous savez, il reste toujours un fond de café, café qui est utilisé dans mon travail. J'aime la matière. En fait, vous avez continué, même pour cette exposition, il y a tout ça, la rouille qui est utilisée parfois. Oui, mais j'ai abandonné l'idée de la rouille parce que maintenant, je vis beaucoup plus en Europe, en France, et des fois, pour trouver de la rouille, ce n'est pas si simple. Ce n'est pas pareil comme ici où je vais dans un coin, je retrouve des tôles où je prépare la rouille. Mais maintenant, non, j'utilise de moins en moins la rouille, mais j'utilise le mat de café, du charbon, puis il y a beaucoup de couleurs sur mes toiles. Disons beaucoup de choses qui puissent donner une impression de récupération. Et donc, on peut vous dire que vous êtes un artiste écologique aussi ou bien Oui, on pourrait dire par le choix aussi des matériaux que j'utilise souvent. Oui, c'est vrai que je fais très peu de récupération dans mon travail, mais je préserve la nature quand je peins, quand je crée, j'essaye de moins impacter négativement la nature polluée. Alors, d'artificielles origines, on va rappeler rapidement, Patrick Giossou, les différents rendez-vous. Ça commence déjà aujourd'hui à 19h30. Oui, c'est ça. Oui. Ensuite, demain samedi, il y a l'atelier du jeune public. Tout le monde est invité à venir participer, à travailler, à créer. L'espace culturel, le centre. Et c'est à 16h30. Oui, c'est à 16h30. Surtout les enfants de 6 à 15 ans, mais vous avez dit que c'est ouvert aussi. Oui, c'est ouvert à tout le monde. Vous pouvez y venir aussi. Vous aurez à travailler, à peindre, puis il y aura une création. Ça promet d'être en tout cas un événement, Patrick, un événement, on va dire, atypique, où on a la possibilité aussi de dessiner, non? Oui, bien avec sûr. les enfants, avec en famille. On peut venir en famille. Ça permet de connecter, on va dire, les membres, les membres de la famille. Patrick Giossou, il y a pas mal d'événements à la une ce matin. On va en découvrir d'autres dans un moment, puisque vous le savez, chers amis téléspectateurs, cette émission, c'est du live, c'est du direct. On ne triche pas, ça vient comme ça vient et on fait avec ce qui vient. Et forcément, parfois, il y a on va dire des invités qui nous faussent compagnie comme cela. C'est malheureux de le dire, mais c'est la triste réalité. Le live a aussi ses aléas et donc nous faisons avec. On vous retrouve dans un moment pour retrouver, pour poursuivre, on va dire, avec nos différents invités. On reçoit cette fois-ci Amandine Anyambossou qui est avec une dame que vous connaissez très bien. Elle a d'une certaine manière, n'est-ce pas, elle participe d'une certaine manière à valoriser notre culture à travers le vaudou et elle a créé une initiative, elle a réalisé quelque chose d'assez intéressant dont on va parler dans le Bénin en mouvement. Alors, Amandine Anyambossou, je vous retrouve maintenant et vous nous ramenez Nadia dans les, n'est-ce pas? Bien sûr, Rachidat, bien maman. Et ce matin, on va revisiter un peu le vaudou
Vous voyez un peu ce que je veux dire sous Quand l'angle. le vaudou s'invite dans la mode, en fait. Ça donne donc, le vaudou fashion show. Show. Oui, Voilà, donc on va parler. Et lors des Vaudou Days, le Vaudou Fashion Show a mis en avant le potentiel artisanal très apprécié par le public. Et on va en parler avec Madame Nadia Adanlé. Bonjour, Madame. Bonjour. Comment vous Nadia allez? Adanlé, bienvenue sur notre plateau. Merci. Alors, tu sais, l'année dernière, Oui. elle a habillé une équipe, elle a habillé l'équipe de l'OETB, hein, de Sur la le- SRTB, pardon, sur les les Vaudou Vaudou Days, oui. bien entendu, de pour les magnifiques directs tenues. depuis Ouida, bien Exactement, sûr, oui. exactement. Et le Vaudou Fashion Show est l'une de vos initiatives. D'où vous est venue l'idée de cet événement culturel? Merci Amandine. Depuis janvier 2021, nous avons initié le Vaudou Fashion Show. Et l'idée est venue du fait que pendant la célébration de nos religions endogènes, il y a des curieux. Tout le monde n'est pas forcément adepte ou rattaché à la chose cultuelle. Donc on a voulu créer une animation culturelle pour que le public de curieux puisse également profiter de cet événement-là. Et nous l'avons fait en janvier, le 10 janvier 2021. C'était sur l'esplanade du Temple des Pitons à Ouida. Et nous avons eu une affluence. Il y avait un public qui était comme demandeur de ce type d'activité. Et vous avez renouvelé chaque année? Voilà, on a pris le rendez-vous, on a renouvelé. 2022, on ne l'a pas fait pour des raisons familiales. 2023 aussi, j'étais en plein enterrement de mon père. Et on est revenu sur la scène en 2024. En 2024. Voilà. En 2025 et cette fois-ci, c'est la 4e édition. Voilà, 2026, c'était la 4e édition. Et pour ceux qui n'étaient pas à Ouida pour vivre l'événement en live, nous allons vous proposer un petit bout de ce défilé de mode sous l'angle du vaudou. Eh bien voilà, on s'est régalé. Nadia Adanlé, dites-nous déjà, le Vaudou Fashion Show en est à sa 4e édition. Qu'est-ce qui a vraiment marqué cette édition? Amandine, ce qui a marqué cette édition, c'était quand même une certaine pluralité. Contrairement aux années précédentes où on s'est focalisé sur les costumes portés par certains adeptes de certaines divinités bien précises, cette année, on a exploré différents champs. Et la première tenue qui est sortie tout à l'heure, les signes qu'il y avait sur
l'empiècement du bustier, ben, c'était des signes du Fa. Donc on est vraiment parti un peu dans la généralité pour montrer quand même une originalité et montrer que ça peut être source de créativité. Et tout à l'heure, on échangeait, ce n'est pas des costumes qu'on peut porter pour aller en ville. C'est pour ça qu'on ne les appelle pas des tenues, mais des costumes ou des looks. C'est vraiment montrer une certaine originalité. Okay, vous parliez de ce modèle? Voilà, précisément. Non, encore que cette tenue, on peut la porter. Hein. Voilà, elle est pas mal. Pour une soirée, par exemple, c'est beau. Bon, sans la coiffe. Voilà, la coiffe, bien entendu. Et ce que vous voyez, par exemple, au niveau de la coiffe, c'est la fibre qu'on retrouve au cou du cocotier. Donc, on est vraiment parti des éléments de la nature chez nous pour montrer une connexion entre notre spiritualité et l'environnement dans lequel nous vivons. D'accord. C'est très beau, en tout cas. Vous avez été très inspiré, il faut dire. Hein. Très inspiré. Et parlant justement d'inspiration, comment les créateurs s'approprient-ils l'univers vaudou sans le dénaturer? Je ne parlerai pas au nom de tous les créateurs. Mais nous, en tout cas, dans ma démarche à moi, ce que j'essaye de faire, quand la date approche et que je commence à être inspirée par un sujet ou un autre, je me rapproche des personnes qui ont cette pratique et qui sont même des personnes responsables dans leur... Comme on le dit dans notre jargon, vous demandez en fait la permission. Voilà, je vais demander ce qui est autorisé, ce qui peut passer dans le domaine du spectacle et ce qui reste sacré. Et c'est après ça, justement, qu'on peut commencer à travailler et s'exprimer. Mais en regardant, il y a tellement de choses qui inspirent. L'année dernière, par exemple, on a présenté tout ce qui était Gain Vaudou. On s'est inspiré de tout ce qui est Gain Vaudou. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée à me documenter, à m'informer et à découvrir et à comprendre que tout ce qui est Gain Vaudou matérialise sa connexion avec la nature à travers le port de plantes. Et c'est quelque chose que je ne savais pas. Et justement, à chaque fois qu'on fait cet événement, je ne vais pas parler de rôle didactique, mais il y a quand même un volet informationnel qui est important parce que, bon, on n'est pas très informé sur cette réalité-là, qui quand même fait partie de notre culture. Voilà. Mais depuis, je vous observe, vous avez un petit bâton dans les mains. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Expliquez-nous un peu. OK. Ben, Couleur Indigo a, depuis 2022, un événement qui s'appelle le Symposium sur l'indigo africain. Et pour la 3e édition de ce symposium, on s'est donné comme mission de définir des attributs de la profession. Et quand, par exemple, on voit un journal, on voit quelqu'un avec un micro, on se dit, tiens, il doit être un homme de médias. Mais nous, comment est-ce qu'on nous reconnaît? Donc, l'un des signes qu'on s'est attribué, c'est ce bâton-là. Et celui-ci que j'ai, c'est le mien avec mon numéro matricule. Donc, chacune de nous a son bâton. Voilà. Et c'est un outil de travail très important dans notre profession. C'est pour ça qu'on l'a utilisé. Et les autres ont épousé cette idée? Si, c'est pas que Couleur Indigo. Déjà, vous en voyez qui... En fait, ce qu'on a fait, on a fédéré les indigotières qui travaillent encore au Bénin. D'accord. Et elles aussi, elles ont leur bâton. Donc, sur le bâton, l'entité à laquelle on appartient aussi est sur le code. Et là, c'est écrit quoi? Moi, c'est écrit CI parce que c'est Couleur Indigo. Et même le pays est indiqué. D'accord. Vous avez dit que c'est un outil de travail? Oui, parce que quand je viens le matin, que je m'approche de ma cuve, on a 2 bâtons. On a un grand bâton et le petit bâton. Donc, le matin, quand je viens pour voir comment se porte ma cuve, je prends le grand bâton pour tourner. Mais quand, par exemple, la cuve est en bon état et que je veux lui remettre un tissu, je ne mets pas le tissu en boule comme ça. Je mets le tissu avec le petit bâton. Je fais descendre. C'est spirituel tout ça, n'est-ce pas? Et les gestes qui accompagnent. Voilà. Et pareil, pour ressortir le tissu, je ne vais pas tremper complètement la main. Avec le bâton, je retrouve le bout et je commence à remonter. Il y a de là partout, en fait. Voilà. et revenons, par exemple, à ce défilé. La qualité des œuvres saute, par exemple, aux yeux tant dans les coupes que dans les matières. Quelle place accordez-vous alors à l'exigence artistique dans la sélection des créations? Pour nous, c'est très important de faire des choses qui peuvent être vues ailleurs qu'au Bénin. Pour nous, c'est très important, je disais, parce que ce n'est pas parce que c'est traditionnel, ce n'est pas parce que c'est local qu'on va négocier ou négliger la qualité et l'esthétique.
on y met les exigences qu'on mettrait sur des tenues qu'on porterait à de grands événements. Et justement, c'est la raison pour laquelle, même dans le choix des mannequins, on prend des mannequins d'un certain niveau, ayant une certaine expérience, pour encore plus valoriser les costumes qui sont... Non, ce n'est pas n'importe qui défile. Non, ce sont des mannequins formés, qui ont répété et qui ont vraiment intégré la scénographie, la gestuelle, tout pour un spectacle waouh. Initié aussi, non? Oui. Pour être mannequin, est-ce qu'il faut être nécessairement initié? Pour porter ce type d'habit, est-ce qu'il faut être initié? Parce non, que j'ai dit tout à l'heure que c'est juste un pan culturel. On n'a rien de cultuel, de sacré, de rituel. Ce qui passe à l'écran, si vous pouvez nous décrire un peu. Ben, ce costume, il est fait avec l'écrue de chez nous et du raffia. Et ce qu'on retrouve, les petites figurines qu'on a retrouvées sur sa poitrine, ont été faites avec une herbe qui pousse chez nous. Donc, une herbe. Donc, quand elle sèche, elle se rigidifie et c'est un peu comme un petit bambou. Et c'est à partir de ça qu'on a fait des appliques sur le tissu. Et les différents signes qui sont sur sa poitrine sont des symboles. Donc là, on a représenté l'eau, l'air, le feu et la terre. Les 4 éléments fondamentaux. Les 4 éléments fondamentaux. D'accord. Voilà. Mais franchement, c'est... C'est du travail, hein? Ça vous prend combien de temps? En fait, le Vaudou Fashion Show... costume, ça prend combien de temps? On ne va pas parler d'un costume, mais pour sortir toute la collection qui fait pas plus de 15 looks. Il nous faut à peu près 4 jours. 4 jours. Toute la collection? Oui, toute la collection. Et on travaille vraiment... Vous devez être nombreux alors. On est nombreux, on est une vingtaine et on travaille des journées pleines et parfois on déborde un peu sur les heures de la nuit parce que ça intervient juste après le 1er janvier. Donc on a déjà eu une forte pression de travail. Et quand ça vient, on se donne vraiment 4 jours où on est tous concentrés pour le faire. Mais on ne peut pas le faire longtemps à l'avance parce qu'il y a des costumes qui ont quand même des végétaux frais. Et si on les fait à l'avance, ça va se faner. Donc, on travaille vraiment dernière minute, mais de façon planifiée. Et est-ce que vous avez donné un nom à cette collection? C'était tout le Vaudou Fashion Show et tout ce qu'on a fait cette année. Nous l'avons mis sous le signe Nature Indigo, souffle et spiritualité. D'accord. Et Nadia Danlé, la reine de l'indigo. En plus du défilé, vous avez organisé également une exposition. Est-ce que vous pensez avoir touché le public à travers ce vernissage? Si. En fait, à la fin du défilé, il y a eu une installation dont on a fait le vernissage. Et cette installation a permis de présenter les 4 éléments fondamentaux dans la cosmogonie vaudou. Et comme je disais tout à l'heure, ce n'était pas quelque chose de cultuel. Du coup, pour présenter ces éléments-là, on les a mis en lien avec notre matière de travail, l'indigo. Parce que dans l'indigo, on retrouve de l'eau, on retrouve la terre, on retrouve le feu, on retrouve également l'air. Donc, nous avons mis ces éléments-là en résonance avec notre activité. Et surtout, l'élément important, après la présentation de ces 4 éléments, on a fait une installation de coiffe végétale. Donc, encore le monde végétal. Et on a positionné le monde végétal au centre de l'installation comme pour montrer la résultante de ces plantes dans ces 4 éléments-là. On n'a pas de plantes sans eau, on n'a pas de plantes parfois sans terre, on n'a pas de plantes sans air, et on n'a pas aussi de plantes sans l'énergie, la chaleur du soleil. Donc les plantes viennent un peu comme la résultante de ces 4 éléments qui définissent notre environnement. Et ces plantes, on aurait pu juste déposer des plantes ou des bouquets, mais on les a posées sur des têtes parce qu'on a défini l'être humain comme un élément sacré de cette cosmogonie-là, un élément important de cette cosmogonie. Et c'est sur la tête qu'on a posé ces coiffes, encore pour matérialiser une certaine connexion et l'harmonie que nous prônons entre la nature et l'être vivant. Et cette partie rejoint un peu l'esprit de l'entreprise. Couleur Indigo a fait le choix de travailler des teintures végétales, de respecter, de protéger l'environnement. Et c'est aussi ce message-là qui est transmis à travers cette installation-là. Et comment vous voyez l'évolution du Vaudou Fashion Show dans les prochaines années? Vos ambitions? Bon, c'est déjà pas des costumes commerciaux, donc c'est pas du tout une activité commerciale. C'est vraiment pour
créer une animation aussi à notre manière. Est-ce qu'il ne faudrait pas réfléchir un peu dans ce sens? Par exemple, si vous avez des artistes qui ont des conseils et autres, qui veulent bien porter vos créations sur scène. On est ouvert, on est ouvert, on est disponible. Il y a déjà une certaine collaboration. Et quand il y a des demandes dans ce sens, on apprécie et on collabore. Donc, avant les artistes, nous sommes là, non? On a aussi besoin que Nadia Adanlé nous habille. Je ne vous ai pas vu cette année. On a aussi besoin que Nadia Adanlé nous habille. D'accord? Plaisir. Vous nous en faites la promesse? Promis. D'accord. Merci Nadia Adanlé. Amandine? Oui, Rachida Bio, maman. Qu'est-ce qui te fait? Mais autant en profiter, n'est-ce pas? J'aime bien votre rapidité. Ah oui, on saisit toutes les opportunités. Comme on l'a dit, demandez, on vous donnera. Exactement. Alors, Amandine, ce sera tout pour le Vaudou Fashion Show. Oui. Oui, Nadia Adanlé, qu'est-ce que vous avez envie de dire pour clôturer cet échange? À nos téléspectateurs et à votre public. Mais à mon public, je dirais merci de répondre aussi nombreux à ce rendez-vous qui commence à rentrer dans les agendas de nos visiteurs et qui, sans beaucoup trop de communication, prennent le train et sont avec nous. Et aux autres qui n'ont pas encore assisté au Vaudou Fashion Show, je vous y invite. C'est un petit instant de plaisir, de bonheur et de découverte également. Et pourquoi pas aussi d'information. J'ai encore une petite question. Quel est l'avantage de porter de l'indigo? Waouh! Mais là, c'est de l'indigo. Parce que vous êtes c'est beau, en boba en plus. Oui, et c'est très beau, c'est simple, mais franchement, c'est chic. Mais en portant de l'indigo, on porte le Bénin, on porte les valeurs de chez nous, on porte la tradition, on porte la création d'emplois. Voilà. La préservation de l'environnement. Voilà, aussi. Merci beaucoup à vous. Merci. Merci Nadia Adanlé, merci Amandine Aniamboso. Merci de nous avoir fait, cette, on va dire, immersion dans le Vaudou Fashion Show, à qui nous souhaitons d'avoir de longues et encore de longues années. Merci Nadia Adanlé. Et très belle journée à vous, Amandine. Merci. À très vite. Merci. Et oui, vous le savez, il y a des matins comme ça, il y a des matins où on aimerait que tout aille bien, mais bon, tout ne va pas comme on le veut, comme on le souhaite. Mais on est obligé de faire avec. C'est aussi ça, le direct, savoir s'adapter, n'est-ce pas, à quelques déconvenus. On va y aller avec l'instant politique qui parle aujourd'hui de Donald Trump et du Groenland. Alors, Hamzat Abdoulaye, on en parle avec vous ce matin. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes consultant politique et géopolitique. Et donc, vous le savez, il y a comme une tension inhabituelle qui traverse aujourd'hui les relations transatlantiques. Les États-Unis affichent clairement leur intérêt stratégique pour le Groenland, territoire clé de l'Arctique, au nom de leur sécurité et du contrôle de nouvelles routes et ressources. Cette posture suscite actuellement une vive inquiétude en Europe. Comment interprétez-vous, Hamzat Abdoulaye, l'insistance des États-Unis sur le Groenland? Une stratégie de sécurité légitime selon vous ou une démonstration de puissance tout simplement? Je pense que c'est beaucoup plus une démonstration de puissance parce que Donald Trump, durant sa campagne électorale, disait qu'il ambitionne faire du Groenland un État clé central de sa politique expansionniste. Il avait d'ailleurs parlé aussi de rallier le Canada comme le 51e État des États-Unis. Donc, comprenez que nous sommes beaucoup plus confrontés à la vision d'un homme qui a une vision expansionniste et une vision de conquête vis-à-vis du monde dans le sens général. Et sa posture, son discours et aussi sa stratégie diplomatique convergent plus dans ce sens. Bien sûr, il est question aussi de s'interroger vis-à-vis de l'avenir du monde parce que le monde tel qu'il a été cartographié depuis 1945 voulait plus mettre en avant la diplomatie et bien entendu le droit international. Aujourd'hui, je pense qu'avec le discours de Donald Trump, le droit international est de plus en plus remis en question. Et tel que vous l'avez aussi bien dit, l'Europe s'inquiète justement parce que ce droit international est foulé aux pieds. Alors, est-ce qu'on peut dire que c'est un retour assumé de la suprématie américaine sur la scène internationale? Alors, la suprématie américaine ne s'est jamais estompée depuis 1945. Observez très bien que depuis 1945, on observe qu'il y a le Conseil de sécurité de l'ONU et les États-Unis qui
ne dépendent pas forcément du Conseil international, qui ne dépendent pas forcément de l'Organisation des Nations Unies, surtout quand il s'agit d'une volonté expansionniste. Observez qu'en 2003, par exemple, les États-Unis avaient décidé unilatéralement, sous le président George W. Bush, d'attaquer l'Irak et de rétablir en griffe la Constitution et l'ordre en Irak. Bien sûr, à l'époque, déjà la France avait déjà montré sa posture vis-à-vis de ce genre de décision. Et le discours de février 2003 de Dominique de Villepin l'avait très bien illustré quand il disait « Vous avez la force, mais vous n'avez pas la raison ». Cela est en train de se répéter aujourd'hui avec le Groenland. La posture de la France est assez claire vis-à-vis déjà du droit international. Et aussi, il faut comprendre que le Groenland fait partie intégrante du Danemark, donc de l'Europe. Donc, il est du ressort. Mais territoire autonome quand même. Territoire certes autonome, mais dépendant tout de même. Mais il faut retenir que l'avenir de l'Europe aussi se joue sur la question de la solidarité autour du Groenland. Donc comprenez la posture et de la France et de l'Europe quand il s'agit de la souveraineté du Groenland. Il n'est pas aujourd'hui question ici d'accepter la vente ou la proposition de l'achat par Donald Trump. C'est comme on s'achèterait une montre, on a envie d'une montre de luxe, on l'achète. C'est un peu comme un retour au XVIIe ou au XVIIIe siècle, où quand, sous une volonté expansionniste, un État décide d'acheter une portion de terre à un autre État. Et Donald Trump ne réalise toujours certainement pas que le 19e siècle, c'est terminé. Le 18e siècle est complètement rangé. Et aujourd'hui, je pense qu'il faut soutenir cette position, surtout de l'Europe, parce que la question de la souveraineté, c'est une question qui est liée étroitement même à la question de l'état de droit. D'accord. Alors, à la base, on va dire, de cette volonté de conquête du territoire de la Groenland, il y a la rivalité quand même entre les États-Unis, la Chine et la Russie. Pourquoi ce territoire est-il stratégique pour ces trois puissances? Alors, nous sommes un peu à l'ère de la fonte des glaces. Et vous savez, le Groenland, c'est dans l'Arctique. Et dans ce contexte de fonte des glaces, c'est que ça va redessiner la cartographie à ce niveau, surtout quand il s'agit du couloir maritime. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose qui constitue l'intérêt de Donald Trump, c'est qu'il estime, en posant l'argument qu'il va, au nom de la sécurité nationale, poser des bases anti-défense contre la Russie et la Chine dans sur cette portion de terre pour une vision purement stratégique et de défense. Ce qu'on peut comprendre parce que la Chine aujourd'hui est aussi dans une posture expansionniste, mais pas forcément dans une configuration hégémonique ou de domination. Et conquérir le Groenland pour Donald Trump, en tout cas, c'est freiner l'évolution ou l'expansion de la Chine, surtout quand il s'agit des questions économiques. Et enfin, la dernière chose, c'est lié bien sûr à l'acquisition des terres rares. Vous savez, j'évoquais tout à l'heure dans le premier développement que le Groenland est confronté à cette question de la fonte des glaces, du changement climatique, donc est doté de ressources inconsidérables pour l'instant, mais certaines. Et ça, c'est une question clé vis-à-vis de l'affrontement tacite entre la Chine, même plus tacite aujourd'hui, ou un affrontement ouvert entre la Chine et les États-Unis. Donc, pour Donald Trump, acquérir cette terre rare, on l'a déjà vu sur les questions de la RDC en Afrique, se poser véritablement en pouvoir offensif pour justement cette conquête des terres rares. Et c'est une question qui va se répéter, surtout avec le Groenland, puisqu'il y a des terres rares qui y existent. Pour lui, ce serait une façon de ralentir ou de rattraper la Chine. Très bien. Alors, est-ce que, Hamzat Abdoulaye, le droit international permet qu'un territoire autonome fasse l'objet de pression ou même de négociations sans l'accord de ces populations? Parce qu'aujourd'hui, on parle du Groenland, c'est un territoire, mais on oublie que sur ce territoire, il y a quand même des populations qui y vivent. Oui, sur ce territoire, il y a les Nuuk qui sont des autochtones de ce territoire. Et derrière aussi, parce que l'histoire de Groenland, c'est une histoire très complexe. Très complexe. Certes, aujourd'hui, sous protectorat ou sous domination danoise, donc européenne, mais
il n'est pas possible. En tout cas, le droit international ne permet pas ce type de velléité auquel on fait face aujourd'hui. Et je pense que la posture de l'Union européenne, la posture de la France vis-à-vis de cette question est assez claire. Il faut non seulement défendre le droit international, mais surtout quand il s'agit des questions liées à la souveraineté, il faut prendre position. Et si on ne prend pas position, si l'Europe ne prend pas position... Mais elle a pris clairement, hein, l'Europe a pris clairement position. Pris clairement position en mettant même en place un arsenal de défense assez conséquent. La France a envoyé des soldats là-bas déjà et envisage même, pourquoi pas en faire plus dans les jours à venir. C'est une façon de dissuader un peu les États-Unis parce que Donald Trump propose deux choses. Soit il rachète le Groenland, soit il l'acquiert de force. Il va conquérir le Groenland de force. Il n'y a pas de juste milieu pour lui, c'est l'un ou l'autre. C'est l'un ou l'autre. Et pour dissuader, ne fût-ce qu'un temps soit peu, Donald Trump, il y a deux options. Il y a le discours diplomatique que déjà les ministres des Affaires étrangères de l'Europe mettent en avant de façon conséquente d'ailleurs, et la dissuasion militaire. Et vous allez comprendre qu'à travers ce déploiement militaire au Groenland, eh bien, il est question d'abord de dissuader Donald Trump et de lui faire comprendre surtout que le Groenland n'est pas seul et aura autour de lui l'Europe tout entière. Alors, il a annoncé, il a dit hein, sur un ton, on va dire un peu sarcastique, que le Groenland, qu'il va pouvoir s'emparer du Groenland dans 2 mois à peu près. Le temps court finalement contre le Groenland, mais est-ce que vous pensez que cette levée de bouclier de l'Europe pourra arrêter Donald Trump? Cette question, elle est très complexe parce qu'on ne sait certainement pas où s'arrêtera Donald Trump. Parfois, on n'arrive pas à faire la part des choses entre cette déclaration et la réalité de ce qu'il veut justement faire. Et ça pose un véritable problème puisque attaquer une portion de terre, attaquer un territoire, le Groenland en l'occurrence, sans demander l'avis des autochtones déjà, et encore moins du Danemark et de l'Europe dans le sens plus élargi, ça pose un problème par rapport à l'avenir. Mais est-ce qu'à l'heure actuelle, la question est celle-ci, est-ce qu'à l'heure actuelle, l'Europe a réellement les moyens politiques et stratégiques de s'opposer aux États-Unis? Ah oui, c'est la grosse question qu'on se pose aujourd'hui. Est-ce que l'Europe peut véritablement faire face contre les États-Unis, même si elle se dote de ces moyens militaires et même diplomatiques, voire même géostratégiques? Est-ce que l'Europe peut, demain ou les jours à venir, se considérer comme étant une barrière frontale à la menace expansionniste de Donald Trump? Parce qu'il faut considérer aussi l'histoire à travers la lecture qu'on fait des choses. L'Europe est, je vais dire, le partenaire clé stratégique, même historique des États-Unis depuis très longtemps. Et se confronter aujourd'hui à Donald Trump, c'est en quelque sorte mettre un coup d'arrêt à tout ce qu'il y a eu comme rapport entre les États-Unis et l'Europe. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, je pense que l'Europe est en train de se réarmer aussi, eu égard à ce qui se passe au cœur de l'Europe, en Ukraine, notamment ce conflit entre la Russie et l'Ukraine. Et cela a d'ailleurs remis au centre du village la question de la défense comme étant désormais une priorité. Donc il n'est pas exclu que l'Europe puisse se défendre. Mais n'oublions pas aussi que l'OTAN observe tout ça et ne peut pas faire grande chose, puisque au sein de l'OTAN, on a les États-Unis qui jouent un rôle clé et stratégique. On ne peut pas s'auto-attaquer en tant que force. Elle se trouve donc fragilisée aujourd'hui. Oui, l'OTAN se retrouve fragilisée à cause de cette posture de Donald Trump qui fait déjà des annonces et qui pourrait aller à l'action. Et aller à l'action dans ce sens précis, c'est non seulement fragiliser l'OTAN, mais complètement détruit de l'intérieur ce traité transatlantique qui tout de même a permis d'obtenir certaine stabilité au niveau de la défense et de la sécurité en Europe depuis plusieurs années. Alors aujourd'hui, quels sont les scénarios probables, Hamzat Abdoulaye? Des escalades, statu quo, on va dire, tendu ou durcissement durable? Alors, on espère que le droit international va l'emporter. Si le droit international l'emporte, cela voudrait dire que c'est le discours et le dialogue qui devraient être les priorités
aujourd'hui. La question de la dissuasion à travers le réarmement ou à travers l'occupation de la mer, des terres et des airs au Groenland va beaucoup plus susciter, je vais dire, de la division et même aboutir à une escalade dans ce contexte bien précis. Et ce n'est pas souhaitable, bien entendu. Et je pense que le monde a besoin de paix. Et il est question ici aujourd'hui de s'entendre, de se comprendre et de trouver les solutions pour que cela ne se répète pas. Alors, nous sommes confrontés aussi à un ego qui prend beaucoup de place, et je parle ici de l'ego du président américain. Est-ce que les Européens auront suffisamment d'arguments sur la table pour le dissuader? La question, elle est toute entière et continue de se poser. La dernière chose à ce niveau, c'est la volonté des hommes politiques américains aussi de freiner Donald Trump vis-à-vis Mais il n'en a que faire, manifestement. Oui, il fonce droit... droit, certainement dans le mur, parce qu'on ne peut pas banaliser le droit international. Le droit international a des règles qu'il faut respecter et on ne peut pas bafouer l'intérêt des autres nations qu'on a en face. L'Europe est une grande civilisation. L'Europe, c'est un ensemble qui respecte le droit international, en tout cas dans une certaine mesure. Et il est important de ralentir Donald Trump eu égard à cette volonté expansionniste. Bien sûr, c'est aussi le rôle de ces politiques américains et j'insiste vraiment là-dessus. Il faut rappeler que les États-Unis, c'est surtout un ensemble d'institutions très fortes. Et je pense qu'ils continuent de se faire entendre vis-à-vis de ces positions de Donald Trump qui, il faut le rappeler, ne sont pas des postures de l'Amérique, des États-Unis, mais la posture d'un seul homme. Et les pays comme nous, comme le Bénin, les pays de l'Afrique, qu'est-ce qu'on doit faire face à cette véritable, on va dire, démonstration de force entre grandes puissances? Qu'est-ce qu'on doit retenir? Alors, il faut retenir déjà que nous ne sommes plus à une ère unipolaire ou bipolaire comme au temps de la guerre froide. Donc, les États du Sud globalisés ont une voix. Et cette voix se fait désormais entendre. Et surtout au sein de l'Assemblée générale des Nations unies. Il est question ici de dénoncer la violation du droit international. Ça doit être le rôle déjà de tous les États du Sud. Mais face à la brutalité d'un homme... Oui, la brutalité d'un homme ne résout pas tous les problèmes. On en est bien conscient. Et la force n'a jamais résolu les conflits depuis 1945. Et c'est déjà autour de cette question qu'était ancré le discours de Dominique de Villepin en février 2003. On ne peut pas, au nom de la force, on ne peut pas, au nom d'une posture suprémaciste, décider unilatéralement d'attaquer un autre État souverain. Le cas de Venezuela, l'illustre très bien, et les États du Sud globalisés, particulièrement de l'Afrique subsaharienne, en sont conscients. Et c'est de notre devoir surtout de dénoncer ce genre de choses afin de prévenir vis-à-vis de l'avenir pour qu'il n'y ait pas une répétition. D'accord. Alors, on ne saurait quand même aborder ce sujet sans évoquer, parlant de brutalité, il y a aussi ce ton agressif, notamment de Donald Trump contre le président français, un style public de moquerie, de surnom et même de critique directe. Alors, ce style, on va dire, qui humilie et qui rabaisse, fait-il partie d'une stratégie de politique de communication, d'une stratégie politique de communication? La communication politique de Donald Trump, elle est très ambiguë et très complexe. Atypique, hein? Très atypique d'ailleurs et très peu lié à ce qu'on savait d'un homme d'État, surtout d'un État aussi fort que les États-Unis. Et ça pose problème vis-à-vis de ce qu'on avait déjà enregistré comme archétype de la posture d'un homme politique. Bien sûr, vous avez parlé de raillerie, vous avez parlé de propos pas trop corrects vis-à-vis d'un chef d'État. C'est quand même dommage, mais il lui a intimé par exemple l'ordre, oui. On ne pourra pas faire grand chose contre ce genre de propos, contre ce genre de stratégie de communication qui est complètement opposé à ce qui devrait être fait, surtout à ce niveau. Et la deuxième chose, il faut saluer aussi la posture d'Emmanuel Macron qui n'est jamais allé dans l'affrontement. Dans l'affrontement, voilà. Ça, c'est important. Est-ce que c'est la peur? Non, ce n'est pas une peur, mais c'est parce que quand Donald Trump
attaque, lui fait un peu il joue un peu à l'équilibre sans jamais vraiment aller au fond. Pourtant, c'est deux chefs d'État qui se valent d'une certaine manière, même si Donald Trump est considéré comme étant le président du pays le plus puissant au monde. Justement, quand vous êtes en face du président le plus puissant au monde, eh bien, il faut aussi mettre un peu de stratégie dans vos propos et surtout dans votre communication. Et c'est ce que fait à merveille le président français. Il ne faut pas entrer dans l'affrontement, il ne faut pas riposter et surtout prendre la mesure des choses pour réagir. Donc, je pense que c'est ce qu'il fait, même si derrière, à travers les médias, à travers les réseaux sociaux, ça entraîne, je vais dire, une campagne de raillerie, de moquerie vis-à-vis du chef de l'État. Parce qu'aujourd'hui, en réalité, on a le sentiment, avec cette posture du président français, on a le sentiment qu'il incarne aujourd'hui un peu comme une Europe fragile, une Europe voilà, qui ne sait pas tenir debout face au vent. Oui, c'est ce qui est dit, mais dans la réalité, on ne peut pas affronter une Europe faible, on va dire, de cette façon en se disant on est systématiquement contre tout ce que vous dites, donc on va faire... Ce n'est pas la meilleure des... Ce n'est pas la meilleure des options. Mais cela ne veut pas dire que l'Europe est fragile. Au contraire, l'Europe a une autre stratégie, surtout quand il s'agit de ce genre de chef d'État, notamment Donald Trump. Et cette stratégie est la stratégie gagnante dans le long terme, surtout dans le long terme. Parce que Donald Trump, dans 3 ans, ça sera du has-been, ça va être dépassé, mais ce qui a été construit depuis des décennies doit être consolidé et aller vers l'affrontement, aller vers la riposte, ce n'est pas une solution. La deuxième chose, c'est que beaucoup disent aujourd'hui que la posture d'Emmanuel Macron n'a rien à voir avec celle du général de Gaulle. Nous ne sommes plus à la même époque, à l'époque de l'après-guerre, mais je pense que la posture d'Emmanuel Macron reste très diplomatique, très mesurée et limite surtout la casse au niveau des dégâts. Alors, malheureusement, ce discours, on va le dire, hein, de Donald Trump trouve écho auprès de certaines personnes. Et hier, notamment, on a même vu l'opposante farouche au gouvernement vénézuélien proclamer le fait qu'elle souhaiterait, n'est-ce pas, remettre son prix Nobel de paix à un monsieur comme Donald Trump. On se dit finalement, est-ce qu'on vit aujourd'hui dans un monde de fous? Non, nous vivons une époque très particulière, une époque très sensible. Beaucoup parlent d'un retour vers la guerre froide, mais ce n'est pas pareil. On peut en être certain. Mais quand vous faites la comparaison, on peut comprendre la posture de cette dame qui a été défendue par Donald Trump et surtout qui a été portée par Donald Trump. Donc nous sommes plus dans une dynamique de reconnaissance et non une dynamique globale et générale. Je ne suis pas sûr que les Européens diront, et même les Vénézuéliens diront la même chose de Donald Trump. Encore moins les conflits qu'on observe aujourd'hui dans le Proche et Moyen-Orient, cela n'a pas cessé. Et encore moins en Europe, au cœur même de l'Europe. La guerre ne s'est pas arrêtée, malgré que Donald Trump a promis de le faire en une seule journée. Donc il faut comprendre que la posture de reconnaissance en politique n'a pas le même poids que la posture politique dans le sens plus global. Parce qu'aujourd'hui, Donald Trump est très contesté, même à l'intérieur des États-Unis, même à l'intérieur de son propre camp. Il y a des voix qui s'élèvent et qui contestent d'ailleurs cette posture qui met beaucoup plus en avant l'ego et beaucoup moins la réflexion politique. Très bien. Et cette tendance à banaliser un peu l'irrespect, on va dire, entre les dirigeants, peut-elle devenir finalement une norme dans les relations internationales? Ah non, on n'espère pas que cela devienne une norme. Une nouvelle norme, pourquoi pas? On espère que c'est juste une exception qui va durer un temps et passer. Parce qu'aujourd'hui, je pense que beaucoup militent en faveur du droit international. Beaucoup sont plus du côté du droit international. Et quelqu'un disait que le droit international, c'est le droit de la raison. Et le droit de la raison, ça l'emporte toujours sur la force.
même si ça prend le temps que ça doit prendre, le droit de la raison finit toujours par l'emporter. Et c'est cette posture qu'il faut garder. Et même en étant des États de l'Afrique ou du Sud globalisés, il est important et impératif de comprendre que la force ne règle pas tous les problèmes. La force est toujours pour un temps et il faut toujours valoriser le droit. Et le droit international ici, il prend tout son sens. Alors, pour sortir maintenant de cet échange, on va évoquer cette actualité qui concerne à présent notre pays, le Bénin, qui est classé 2e pays de l'espace UEMOA le moins risqué pour les investisseurs en 2025. C'est un rapport, le Global Investment Risk and Resilience Index de Henley & Partners, excusez-moi, hein, mon anglais est un peu bizarre, mais bon, qui le révèle. Hamzat, qu'est-ce que vous pensez de, on va dire, cette nouvelle étoile, on va dire, accrochée, n'est-ce pas, accrochée au drapeau de notre pays, le Bénin? Non, mais je pense que le Bénin est dans une dynamique qu'on observe depuis 10 ans, une dynamique de nette montée sur plusieurs points. Et ce classement l'illustre très bien. Le Bénin reste véritablement un très bon élève en matière de rigueur, en matière de réformes, surtout au niveau de l'administration, au niveau des finances, au niveau de l'économie, au niveau structurel. Et je pense que cette dynamique devrait être devrait continuer, j'allais dire, et cela montre surtout que le Bénin est sur un très bon chemin vis-à-vis des questions clés et prioritaires liées surtout à l'investissement. Et la Suisse qui demeure en tête toujours? Oui, la Suisse, vous savez, a une dynamique la Suisse, le Danemark, oui. Parce que c'est un pays tout de même démocratique, mais surtout très bien géré et qui priorise des investissements assez importants. Et je pense que le Bénin s'inspire aussi un peu de la Suisse parce que nous n'avons pas de ressources, nous n'avons pas de grandes ressources en tout cas, mais la seule richesse que nous possédons, elle est faite d'hommes en réalité. Et les hommes ici sont très compétents, particulièrement les politiques qui ont pris des décisions clés et importantes pour le sort et l'avenir de ce pays qui, je vais dire, émerveille le monde depuis 10 ans, comme je le disais. Et je pense que cette dynamique tout de même est une dynamique à poursuivre, justement parce que les politiques ont mis les moyens qu'il faut pour y arriver. Merci Hamzat Abdoulaye, merci d'être passé sur Instant Politique de ce jour. Je pense qu'on a fait le tour de cette actualité. Allez, on se retrouve très bientôt, n'est-ce pas? À très bientôt et bien sûr les investisseurs avec ce classement seront plus rassurés forcément pour investir au Bénin. Le GDIZ d'ailleurs l'illustre très bien et je pense que ça va être une dynamique assez salutaire et bénéfique pour les Béninois. D'accord, c'est ici qu'il faut être. Hein. L'Afrique, c'est le continent de l'avenir. Il faut venir au Bénin. C'est un pays qui offre pas mal d'opportunités, assez d'opportunités en tout cas, avec une belle vision portée par un homme. Ce n'est pas du Atalakou, c'est du réel et c'est du concret. Merci à vous, Hamzat Abdoulaye. À présent, on va chanter un peu de musique, ça fait de mal à personne. Voilà, ça nous réveille, ça nous met dans la bonne ambiance, tout simplement. Et donc, on va aller rapidement avec la complicité de la régie. Bien sûr, on va rester toujours dans la créativité à travers la musique. Et nous accueillons Fofana Jo. Il est artiste béninois vivant en Allemagne, auteur, compositeur, interprète, rappeur, pianiste et percussionniste. Tellement de cordes à son arc. Avec son nouvel album « J'ai pas peur », il nous invite à un voyage musical mêlant afrobeat, pop, rap et amapiano en français, anglais et ses langues maternelles, fon, mina et goût. Fofana Jo est notre invité ce matin. Il va me rejoindre dans un moment pour parler. Venez avec moi s'il vous plaît, Fofana Jo. On va avec lui parler donc de ce nouvel album, J'ai pas peur. Quel message souhaite-t-il transmettre à travers cet album? On va évoquer tout cela avec l'artiste qui me rejoint là ce matin. Enfin, un peu de sport, hein. Ça va très vite. Bonjour, Fofana Jo. Bonjour, madame. Merci de m'accueillir. Merci de nous retrouver sur ce plateau. Alors, je le disais il y a un instant, votre musique combine afrobeat, pop, rap et amapiano. Alors, comment ce mélange reflète-t-il votre identité artistique et surtout le thème de l'album?
C'est un mélange de tout ce que j'ai traversé en étant rappeur au collège, passé par l'église, le gospel, musicien, jouer dans les cabarets, atterrir en Europe et tout ça. C'est tout un mélange de l'homme. Alors, vos textes parlent d'espoir, oui. Ça parle de relations, ça parle de la vie quotidienne et aussi de l'amour. Oui. C'est un album de combien de titres déjà? J'ai fait 9 titres. 9 titres, oui. D'accord. Et y a-t-il une chanson qui illustre particulièrement le message principal de J'ai pas peur? La chanson, elle s'appelle J'ai pas peur. J'ai pas peur. Ouais. Pourquoi ce titre? J'ai pas peur. Parce que j'ai plus peur de dire ce que je ressens, j'ai plus peur d'être moi-même, j'ai plus peur... c'est en fait un appel à toute la génération, à tout le monde, de croire en soi en fait, et de ne pas se laisser influencer, enfin d'être soi-même, et de pouvoir s'exprimer quand il faut, de pouvoir demander pardon, pouvoir se lancer dans la vie. Il ne faut pas avoir peur. D'accord. J'ai pas peur parce que Fofana Jo est un artiste libre. Ah oui, c'est ça. Et vous revendiquez cette liberté-là. Ah oui, c'est très important. Pour moi, c'est très important de rester fidèle à moi-même, de rester libre et de suivre mon côté artistique, de suivre ce que je pense. D'accord. Et voilà. Et vous êtes également pianiste. C'est ça. Et percussionniste. Comment ces instruments donnent-ils une identité unique à votre musique? De ce que j'ai en moi. Ouais. Comme j'ai dit, j'ai joué du piano pendant longtemps ici au Bénin avant de partir. C'est la percussion chez nous. On est béninois. Hein. C'est normal, quoi. C'est dans le sang. D'accord. Et tout ce mélange font de l'artiste ce qu'il est. C'est apte de composer parce que je compose, parce que je produis aussi. Et même le fait de vibrer sur la musique, c'est important d'avoir cet esprit musical qui est... ça va jouer du piano, ça va jouer de la percussion. Ouais. Et je vois déjà les téléspectateurs se poser une question, mais qu'est-ce qu'il chante? On a envie de le découvrir, on a envie de voir sa musique. On y va, on va écouter la première chanson ce matin. C'est Nakpeze ou je ne sais pas. Azanakwe. Azanakwe, voilà, je me retrouve. Azanakwe, pour dire quoi? Un jour meilleur viendra? Un jour viendra au Minalakwe, on va se revoir. Minalakwe, le fite? Ah, le Carrefour. Le Carrefour, d'accord. Et il a dit, hein, Fofana Jo, Minalakwe, le Carrefour. Carrefour était? Carrefour, Carrefour et Revano et Akabi. D'accord. Alors, Fofana, Jo, votre parcours vous a amené du Bénin en Allemagne. Hein. Comment cette expérience internationale influence-t-elle on va dire la création de cet album? Ça influence de tous les côtés. C'est souvent par l'expérience, par le fait que j'ai traversé beaucoup de choses. Je suis allé tout seul en Europe, traversé des hauts et des bas. C'est pourquoi j'ai pas peur d'ailleurs. Trouver mon style, trouver ma musique, trouver ce que j'ai envie de faire, être d'accord avec moi-même pour dire ouais bon ok, vas-y, je le fais maintenant, c'est moi et c'est moi. Donc tout ça, ça a joué sur j'ai étudié aussi, j'ai étudié la musique dans la plus grande école pop d'Europe, qui s'appelle la Pop Academy, et j'ai fini. Voilà, tout ça, ça a joué quoi. Et quels sont vos objectifs avec J'ai pas peur, toucher un public local, international ou transmettre, on va dire, un message universel simplement? Message universel, toucher tant le public local, très important, et international. Et vous voulez qu'on retienne quoi précisément? Qu'on retienne que Fofana Jo, c'est un artiste international qui porte le Bénin, parce que c'est ce que je fais en Allemagne. Et c'est votre premier album? Oui, mais il y a des singles. Il y a pas mal de singles. D'accord. C'est le premier album. C'est vraiment le premier album. Ouais, et le lancement a été déjà fait, je pense? Oui, je l'ai lancé en Allemagne. Vous l'avez lancé en Allemagne et le lancement ici au Bénin, c'est prévu pour quand? Pour ce soir et demain. Pour ce soir et demain, d'accord. Et ça va se passer où ce soir? Ça va se passer ce soir à Zone 5, à Figues-Rosset. À Figues-Rosset. Ça va commencer à 1h du matin. À 1h du matin? Ah bah il faut être noctambule hein, pour prendre part à ce ils savent. Lancement. C'est l'heure d'un showcase, n'est-ce pas? Voilà, précisément. Ouais, c'est important de le souligner. Ça démarre donc à 1h. Vous serez seul ou vous avez invité des artistes? J'ai des amis artistes qui vont venir me supporter. Ouais. D'accord. On peut avoir quelques affiches déjà pour inciter, pourquoi pas, ceux qui nous regardent aussi. Non, je préfère taire. Vous préférez taire ça, d'accord. Vous séjournez actuellement au Bénin, vous allez bientôt repartir. Mais est-ce que vous avez prévu des collaborations spéciales, par exemple, avec des artistes d'ici?
Ouais. Qui c'est qui est en vue, là? Et je préférais ça Oh aussi. là là, non, il n'y a pas de secret ici. Quand on vient sur ce plateau, il n'y a pas de secret. Parce que c'est pas, quand ça va se faire, ça va se faire. Ouais. Belle chanson en tout cas. Merci. Je t'amènerai à l'étoile et aussi à la place de l'Amazone. C'est ça. Alors c'est finalement une chanson qui magnifie notre Bénin actuel, on va dire, non? C'est exactement ça. Je chante ces chansons sur les podiums européens et tout le monde chante les quartiers de Cotonou sans connaître Cotonou. D'accord, mais pourquoi le titre Dans le sable? Pourquoi ce titre-là, Dans le sable? Parce que les pieds dans le sable et s'embrasser. Parce que ça me rappelle Fidj Rosset. Je suis de Fidj Rosset. La plage de Fidj Rosset. C'est ça. Oh là là, ça vous rappelle ces soirs où, étant un peu plus jeune, vous vous amourachiez avec les belles dames de Fidj Rosset ou pas? Oui, oui, je l'ai fait. J'aime votre sincérité. et surtout que madame, voilà, qu'elle ne se fâche pas, hein, c'est le passé. C'est pas le présent, n'est-ce pas? Après, je les compte à rendre, mais ça va. Alors, Fofana Jo, dites-nous, c'est aujourd'hui le showcase, c'est à 1h. Quel message vous avez envie de lancer aux téléspectateurs qui nous regardent, qui nous suivent? J'ai envie de dire de sortir, de venir voir. Ce showcase-là, de venir participer, on va chanter, on va être bien, quoi. Forcément, il y a des gens qui voient mes vidéos à la télé qui ne savent pas ce qu'est Fofana Jo. Après, là, mais on peut parler. c'est lui, Fofana Jo. Il est là avec nous, il est sur notre plateau ce matin. Et quels sont vos rapports, pour terminer, vos rapports avec les autres artistes, les artistes locaux? Les quelques artistes que je connais, oui. Enfin, il faut dire, les Béninois, là, franchement, ils envoient du lourd. Hein. Ah ouais, ils bossent beaucoup actuellement. Enfin, nos relations, c'est très bien, très bien. Voilà. Et quel est votre artiste préféré, si vous devez en choisir? Ils sont nombreux. Ils sont nombreux. Qui en tête? Il n'y a pas vraiment de quelqu'un en tête. J'aime bien le style, enfin chacun a son style unique. Oui. Et c'est ça qui fait la différence. différence. Ça booste aussi de savoir que... Il y a un... Mais si vous ne connaissez pas le nom, vous laissez. Si. Allez-y, oui. Il y a Crispa que j'aime bien. Crispa, voilà. Et il y a le technicien. Tigang. Tigang qui a sorti le 11 et 11. Oui, j'aime bien, c'est un album de ouf. J'aime bien Vano, j'aime bien... qui encore? Ah, Adjapiano. Adjapiano, Gix et Istam, c'est bien ça. Ça. Voilà, Fofana Jo, je pense qu'on a fait le tour. C'est un album à déguster absolument. Combien de clips? C'est clippé? Tous les titres sont clippés? Ils sont en train d'être clippés. Là, j'ai 3 clips. 3 clips, oui. J'ai 4 déjà, le quatrième va sortir bientôt et ils vont être tous clippés. Très bien. Et on peut déjà retrouver ces titres sur les plateformes, sur YouTube notamment. Bien sûr. On peut y aller, cliquer, donner le maximum de force à l'artiste. Merci Fofana Jo. On vous souhaite un bon séjour, même si c'est chez vous, hein, parce que vous vivez de l'autre côté. Et on va demander aux téléspectateurs tout simplement de sortir, d'aller soutenir l'artiste. C'est en début de week-end. Aujourd'hui, c'est vendredi soir. On sort, on va de l'autre côté de zone 5, tranquille, pena, comme on dit, et on savoure de la bonne musique avec Fofana Jo. C'est ça, je suis d'accord. Et pour un dernier mot, dire, c'est la première fois que Fofana Jo va jouer, parce que je vais jouer le showcase ce soir, et demain, ce sera un live avec mon groupe, parce que je suis venu avec mon groupe. Et c'est la première fois que Fofana Jo joue au Bénin. Et ça va se passer où demain? Demain, ça va se passer au Jamin, c'est aussi à Fidj Rosset. Au Jamin, c'est toujours à Fidj Rosset. Voilà, ce sont des endroits bien connus par les téléspectateurs. Ils y seront pour vous soutenir. Merci en tout cas, Fofana Jo, de porter le Bénin partout au monde, de porter fièrement le Bénin en Allemagne. Merci. Et à très bientôt sur ce plateau qui se poursuit. Et à présent, nous allons parler d'un autre événement. On quitte donc l'univers musical pour pénétrer celui de l'innovation et de la robotique. Eh bien, sachez-le et retenez-le, pour la toute première fois en Afrique, Cotonou accueille le TechBo Robotic Challenge, la plus grande finale de match de robots sur le continent. Des équipes venues de plusieurs pays vont s'affronter dans ce rendez-vous unique qui mêle compétition, innovation et passion pour la robotique. Eh bien, pour en parler ce matin, chers amis téléspectateurs, nous recevons donc Mohamed Salifou. Bonjour.
Oui, bonjour madame, comment Merci vous allez? de nous rejoindre sur ce plateau. Merci. Un tout petit peu en retard quand même. C'est pas bien. On Oui. vous attendait depuis. Nous sommes dans les derniers détails de Les l'événement. derniers détails. D'accord. Alors, vous êtes organisateur, n'est-ce pas, du TechBo Robotic Challenge. Pouvez-vous nous présenter déjà cet événement et expliquer pourquoi Cotonou a été choisi comme lieu de cette grande finale africaine? Alors, le TechBot Robotics Challenge, c'est une compétition internationale, donc universitaire de robotique et d'intelligence artificielle. L'objectif, c'est vraiment de promouvoir et de vulgariser les sciences, les technologies, l'ingénierie et les mathématiques. Et donc, on a pris comme thème cette année un peu la canne de la robotique. Donc, pourquoi on dit la canne de la robotique? Parce qu'il y a la Coupe d'Afrique des Nations de football, il y a la Coupe d'Afrique des Nations de beaucoup d'autres sports. Mais nous, on aimerait justement créer en fait, la Coupe d'Afrique des Nations de la robotique pour faire une promotion sur les sciences qui sont justement aujourd'hui un élément fondamental pour le développement d'un pays ou d'un continent. Et pourquoi Cotonou a été spécialement choisi? Parce que c'est une première en Afrique. C'est une première. Oui. Oui. Qu'est-ce qui a milité en faveur de Cotonou? Je pense que Cotonou a aujourd'hui tous les indicateurs qui permettent justement de justifier le choix de Cotonou comme la ville qui va accueillir justement la plus grande compétition de robotique jamais organisée. Parce que aujourd'hui, le Bénin est un monde de splendeur. On a eu We Love AI, on a eu Vodou Days qui ont attiré le monde vers le Bénin. Et donc justement, c'est aussi l'occasion justement d'attirer le monde aussi vers l'innovation technologique. Qu'est-ce que l'Afrique peut apporter aussi au monde entier? Et donc à travers cet événement-là, ce projet-là, on pourra démontrer cela. Et donc c'est pour ça qu'on a choisi Cotonou, qui est aujourd'hui la capitale vraiment phare du monde. Voilà. Très bien. Alors, soyons plus concrets. En quoi consiste exactement ce challenge? Très bien. Ce challenge consiste à rassembler des étudiants d'université, donc venus d'Afrique un peu partout. Donc chaque pays, normalement, on voit des universités compétir. Il y a eu des phases de présélection où à la phase de présélection, on avait 30 équipes venues de plusieurs pays d'Afrique. Suite aux présélections, on a sélectionné les meilleures équipes. Donc dans les meilleures équipes, on a eu le Burkina, le Maroc, le Madagascar et le Bénin. Donc ils sont en finale de la compétition. Donc ça fait quoi? 4 pays en finale. Donc, et 9 équipes, 4 pays qui sont en finale, qui vont jouer la finale. Et donc en quoi consistent justement les matchs de robots? C'est vraiment dans une arène de 5 mètres par 5 mètres. Chaque équipe vient avec son robot qu'il aura conçu de A à Z pour résoudre des challenges et des missions spécifiques qui sont reliées à des défis propres à l'Afrique, donc des défis actuels de l'Afrique. Le thème de cette année, c'est la résilience urbaine, donc centré sur comment est-ce qu'on arrive à gérer les déchets efficacement dans une ville, par exemple. Donc sur l'arène, on va simuler une ville, d'accord, avec 10 quartiers. Et les robots que les équipes auront conçus vont se comporter un peu comme des gougbettors qui sont censés se promener de point en point dans chaque maison pour collecter les déchets. C'est ingénieux. Donc, ça. C'est très ingénieux. Et ça colle même à l'ère du temps, c'est l'actualité en fait. Exactement. Oui. Et donc, il doit faire en sorte que les robots soient totalement autonomes, donc pilotés par de l'intelligence artificielle entièrement. Et donc, ces étudiants doivent les concevoir pour qu'ils puissent justement collecter le maximum de déchets dans un temps imparti, un temps très très court relativement. Et quelles sont les différentes catégories? Il y en a beaucoup Quelles sont les différentes catégories de ce challenge? Alors, il y a d'abord la mission de la collecte intensive. Donc, il faut d'abord collecter les déchets. On veut sensibiliser aussi sur les différentes phases de traitement des déchets en général. La collecte, ensuite, il y a le tri. À travers le tri, ils doivent concevoir un bras robotique qui doit être capable justement de faire le tri automatique. Un bras robotique avec un convoyeur. Un convoyeur, c'est un dispositif qui permet de déplacer les déchets donc d'un point A à un point B. Et donc, le bras doit se charger justement de faire le tri dans différentes corbeilles de différentes couleurs. Et donc, c'est pour sensibiliser aussi au tri des déchets, à la collecte. Et enfin, normalement, la fin du challenge, c'est vraiment de faire la réorganisation des déchets. Donc, on va avoir normalement des industries de recyclage, donc sur l'arène, où justement les équipes sont chargées de livrer justement les types de déchets par catégorie aux industries de recyclage. Ça demande beaucoup de créativité, beaucoup d'innovation, franchement, pour capter l'attention du jury. J'imagine qu'il y a un jury trié sur le volet, n'est-ce pas, pour juger les différentes équipes, non? Oui, il y a un jury tiré au peigne fin, d'accord, un jury international, donc diversité africaine. On a des gens qui ont travaillé à NASA, qui vont venir nous aider justement à juger la capacité des équipes à résoudre le challenge. On a des experts aussi en intelligence artificielle béninois, comme de la sous-région du Togo aussi, par exemple, qui sont là pour juger la qualité du travail des équipes. Et la sélection s'est faite comment? Jusqu'à en arriver à la finale, est-ce qu'on peut en parler? Oui. Je dirais que c'est un très long processus dans le sens où
On a commencé en mars, on a fait l'appel à la candidature en mars 2025. Donc il y a eu une trentaine d'universités qui ont soumissionné au challenge à l'international, plusieurs pays, donc le Côte d'Ivoire, Sénégal, Togo aussi. Et donc, suite à la phase d'appel à la candidature, il y a eu les tests de présélection pour juger la capacité des équipes à aller en finale. Donc on va les tester sur des compétences spécifiques telles que l'électronique, la programmation, la mécanique, donc qui sont des domaines indispensables pour la robotique en général. Et donc ils doivent justement, suite à ces tests-là, on prend les meilleurs. Donc on va les évaluer avec des notes. D'accord. Et donc ceux qui sont les meilleurs, on a pris les meilleurs vraiment à partir d'un certain seuil de notes, de notation. Et donc c'est ces meilleurs-là qui sont aujourd'hui les 9 dernières équipes, donc des 4 pays, donc du Maroc, du Burkina Faso, de Madagascar et du Bénin. Voilà. Très bien. On voit que c'est vraiment une compétition grandiose qui vise à encourager l'innovation, la formation scientifique et créer aussi, on va dire, un événement spectaculaire pour le public béninois que nous invitons déjà massivement. Votre appel à l'endroit de ce public déjà? Qui c'est qui peut venir, un individu lambda peut venir prendre part à cet événement? Oui, oui, c'est pour ça qu'on l'a appelé la Cannes de la robotique. La Cannes, c'est vraiment quelque chose qui réunit les peuples. C'est une diversité culturelle, c'est un échange de culture et de beaucoup d'autres choses. Et donc c'est pour ça qu'on dit qu'on organise la Cannes de la robotique au Bénin. Donc le Bénin accueille l'Afrique. Donc on invite massivement les spectateurs ou tous ceux qui sont intéressés par l'événement à venir. C'est totalement ouvert. Le prix d'entrée est de 2000 francs, vraiment forfaitaire pour que le maximum de personnes puissent venir. On ne va pas évoquer les prix ici, sinon direction à la case publicitaire. Que la direction générale nous pardonne ce matin. Mais bon, on sait que l'entrée est libre et gratuite pour les enfants. Pour les enfants à partir de moins de 12 ans, c'est entrée libre et gratuite. Donc on vous invite massivement. Il n'y a pas de type de profils qui sont spécifiques. Donc que vous soyez littéraire, docteur, médecin, vous venez pour voir un spectacle totalement inédit. On n'a pas besoin forcément d'avoir des expériences particulières pour prendre part à cet événement. Et donc, c'est où? Ça va se passer où? Ça va se dérouler au centre communautaire EA. EA, oui. Donc, demain, à partir de 16h, déjà, on vous donne rendez-vous au centre communautaire EA le samedi 17 janvier. Allez, tous et à Centre, n'est-ce pas, pour soutenir cet événement, le Techbo Robotique Challenge. C'est une première et c'est Cotonou qui accueille cette initiative. Voilà, c'est à l'image de ce Bénin qui bouge, de ce Bénin qui étonne le monde, de ce Bénin qui se révèle. Donc, bravo à vous. Merci. Félicitations. Merci. On sera tous là pour vous soutenir. Merci. Allez, excellente journée. Bonne suite de journée à vous aussi. Merci beaucoup. Merci. Et bonjour le Bénin se poursuit, c'est déjà la fin. Oh là là, c'est pas évident. 2 heures top chrono, chers amis téléspectateurs. C'est le contrat matinal que nous signons, vous et nous, tous les jours, de lundi et vendredi, 7h, 9h. À présent, on boucle la boucle avec Marvin Promise Ainado. Éducation aux médias avec Marvin. Bonjour Marvin. Bonjour Rachida. Alors, aujourd'hui, on va faire un exercice avec vous. C'est un exercice de bilan. On va résumer toute la semaine pour permettre à nos téléspectateurs, n'est-ce pas, de garder en tête l'essentiel, n'est-ce pas? C'est ça. Alors, on a parlé, bonjour chers téléspectateurs, j'espère que vous allez tous bien. On a parlé de la culture et du numérique cette semaine. Et on a déjà dit, pour protéger le sacré en ligne, il faudrait se renseigner sur les rituels, prendre les autorisations et il faut savoir qu'il y a des rites ou des pratiques culturelles qui sont réservées aux initiés. Et quand on parle de pratiques culturelles, c'est invocation d'esprit. Du coup, partager ces rites sur les réseaux sociaux ou en ligne expose plusieurs personnes non initiées à ce phénomène-là. Ensuite, on a parlé de l'intelligence artificielle, qui est un outil qui nous permet de faire plusieurs choses, qui a des avantages et des inconvénients. Si on arrive à générer des films, des histoires déjà perdues comme le film Béanzin, Le Dernier Rugissement, sans perdre l'identité culturelle, sans déformer l'information, je pense que l'IA est dans ce sens-là un outil bienveillant qui peut ramener l'histoire passée dans le présent. Et avec l'ère du numérique, le culturel, avec l'avancée de la technologie, on observe la perte des normes et des cultures béninoises où les femmes autrement habillées, couvertes, se retrouvent maintenant exposées, exposent leur corps sur les réseaux sociaux, ce qui facilite les
déshabillement ou rhabillement par l'IA toujours et qui crée d'autres photos qui circulent sur les réseaux sociaux sans pour autant être la vraie version. Alors j'invite tout le monde à s'adapter à l'intelligence artificielle tout en gardant en fait la culture, ne pas perdre l'identité culturelle, rester dans les normes et pouvoir maintenir cette culture, cette dignité qu'on a de bien s'habiller, de savoir utiliser l'outil informatique ou technologique et de savoir protéger le sacré. C'est ça. Alors, c'est ce qu'il faut retenir, donc. C'est très important. Merci. Mais c'est assez court aujourd'hui, en tout cas. Oui, c'est assez court parce que le temps est parti. Je sais que les gens nous ont suivis toute la semaine. Donc, un petit bilan pour éveiller encore un peu la conscience. Voilà, à l'ère du numérique, il faut être responsable et tous porter en ligne notre culture. C'est très important. Pas d'image qui véhicule, on va dire, un côté négatif de notre culture. En toute chose, il y a du bon, il y a du moins bon. Tâchons donc de mettre en avant ce qui est bon. Et notre richesse, notre culture, je vais dire, elle est tellement belle, n'est-ce pas, Marvin? Très belle. Très belle. Merci, Marvin. Et c'est la fin de cette émission. Avant de la refermer, nous tenons, on va dire, oui, il faut le faire, honnêteté intellectuelle oblige, nous tenons à présenter nos sincères excuses à nos téléspectateurs pour les différents ratés, on va dire, techniques survenus au cours de cette émission. Vous le savez, le direct comporte parfois des contraintes indépendantes de notre volonté, mais soyez rassurés que tout est mis en œuvre pour vous offrir chaque jour un programme de qualité. Merci pour votre patience, merci pour votre attention, merci pour votre fidélité et à lundi prochain.